que feriez-vous si, en pleine tempête de neige, un garçon de 8 ans poussait seul les portes des urgences, serrant un bébé en pleurs contre lui, sans aucun adulte en vue? Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Ce que le personnel de l'hôpital a découvert en tentant de joindre les parents de ce jeune garçon s'est avéré plus déchirant que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Aujourd'hui, vous allez entendre le récit émouvant d'un enfant livré à lui-même et de la façon dont ce garçon est devenu l'unique espoir de survie de sa petite sœur. Melf Cantique, une ville figée dans la glace. Sous la lumière blafarde des urgences, Marian Bog, réceptionniste chevronnée et ancienne assistante sociale, profitait d'un rare moment de calme lors de son service de nuit. Ce silence précieux fut brutalement interrompu à 21h47 précise, lorsque les portes automatiques s'ouvrirent dans un fracas glacial. Un coup de vent, puis l'apparition d'un petit garçon pas plus grand qu'un enfant de 8 ans. Il portait un manteau trop léger et un bonnet trempé de neige fondue. Dans ses bras frissonnants, il tenait un cosy dans lequel gémissait sa petite sœur. « S'il vous plaît, aidez-nous. Ma sœur ne cesse de pleurer, dit-il d'une voix ferme. Il se présenta sous le nom d'Ellie. Le bébé, Léo, âgé de 6 mois, affichait un visage brûlant de fièvre et se débattait, épuisé et agité. Instantanément, l'expérience de Marian l'a mis en alerte, tout cela ne devait pas être un simple oubli. Tandis que l'équipe pédiatrique emmenait Léo pour un premier examen, Marian s'efforça d'engager la conversation avec Ellie. Mais ses réponses, étrangement matures pour son âge, la laissèrent perplexe. Il expliqua que leur mère travaillait de nuit et que leur père était inexistant. Selon ses dires, Ellie avait parcouru plus de 3 kilomètres à travers la tourmente, depuis le quartier de Mipel-Wurtery, emportant, précieusement emballé, du lait en poudre, des couches et des vêtements de rechange, tout ce qu'un parent prévoyant aurait emporté. Tout, sauf les parents eux-mêmes. Aucun des numéros qu'il donna ne répondait. Les médecins diagnostiquèrent une otite sévère chez Léo, accompagnée d'une forte fièvre. Elle restait irritable, mais son état n'était pas encore critique. Ellie fut félicité pour sa vigilance et son courage, il avait sans doute sauvé sa sœur du pire. Pourtant, Marian restait troublée, l'image de ce petit garçon, seul face à l'ouragan, lui martelait l'esprit. Elle savait trop bien que de tels cas, autrefois, avaient entraîné des interventions sociales douloureuses. Officiellement, les services de protection de l'enfance devaient être alertés immédiatement. Pourtant, le docteur Patel accepta de patienter jusqu'au lendemain matin. Marian proposa alors de raccompagner les deux enfants chez eux. Le quartier de Mipel-Wurtery, aussi morne que le climat, semblait abandonné, l'odeur de moisi stagnait dans l'air, l'ascenseur était en panne, et la porte de l'appartement 3 portait les marques d'un long abandon. « Vous n'avez pas besoin de monter, j'ai une clé », lança précipitamment Ellie. « Je dois expliquer à tes parents comment donner les médicaments à Léo », répondit Marian, d'une voix ferme. À l'intérieur, le désordre régnait, de la vaisselle sale jonchait la table, et l'odeur de tabac froid flottait dans chaque recoin. Un homme se leva lentement d'un fauteuil, une bouteille de whisky à la main, et lâcha dans un râle pâteux, « C'est quoi ce vacarme ?» Marian lui raconta brièvement l'arrivée impromptue. Il haussa à peine un sourcil, « Tout va bien ici, je gère », marmonna-t-il, laissant planer un silence lourd de non-dit. Et il se laissa retomber dans son fauteuil, les épaules affaissées. Ellie paraissait si minuscule, blottie contre sa sœur. « Tu m'appelles si jamais il se passe quoi que ce soit ?» demanda Marian en lui tendant sa carte de visite. Dehors, la neige tombait à nouveau, épaisse et silencieuse. À 23h23, Marian leva les yeux depuis son poste d'accueil, son cœur se serra. Ellie était de retour, il grottait cette fois sans le cosy, les petites mains serrées contre sa poitrine, emmitouflées dans une couverture tremblante. « Elle ne se réveille pas bien », murmura-t-il d'une voix tremblante. Léo brûlait de fièvre, sa respiration était faible, irrégulière. L'équipe pédiatrique l'emmena en urgence dans une salle de soins, laissant Marian figée sur place. « Où sont tes parents ?» demanda Marian doucement. « Maman ne va pas bien. Papa n'est pas là. J'ai laissé un mot au cas où il reviendrait. » Cette phrase glaça Marian. Bientôt, la docteure Emily Harris arriva, l'air grave, Léa souffrait d'une sinusite sévère, elle était déshydratée et montrait les premiers signes de malnutrition. Les antibiotiques prescrits n'avaient jamais été administrés. Pour couronner le tout, une douloureuse éruption cutanée révélait que ses couches sales n'avaient pas été changées régulièrement. « Je dois faire un signalement », déclara la docteure Harris. « Laissez-moi lui parler d'abord », supplia Marian en serrant sa veste contre elle.
Ellie était assis dans la salle d'attente, les jambes pendant dans le vide, des cernes creusant ses joues. Marian s'assit à ses côtés. « Peux-tu me dire la vérité maintenant ?» demanda-t-elle avec douceur. Le garçon baissa les yeux, sa voix n'était qu'un souffle. « Maman ne se lève plus, elle dit que son cœur lui fait mal. Elle reste allongée presque toute la journée, même quand je pleure ou que j'ai besoin d'un biberon. Et ton père ? Il s'en va. Il dit qu'il cherche du travail, mais parfois il disparaît pendant plusieurs jours et, même quand il promet de revenir, il ne le fait pas toujours. » Marian sentit l'air se charger de lourdeur. « Et alors ? Qui s'occupe de vous deux ?» demanda-t-elle en posant son regard sur les petits doigts nerveux d'Ellie, entremêlés sur ses genoux. Le garçon la regarda, un voile de confusion dans les yeux, comme si la question n'avait aucun sens. « C'est moi, depuis que maman est rentrée de l'hôpital. Ça ne me dérange pas, je veux juste qu'elle aille mieux. » Avec l'aide du veilleur de nuit, Joe Miller, Marian consulta les vidéos de surveillance. 2 fois, en 2 nuits distinctes, on voyait Ellie marcher seule dans la neige, Léa dans les bras, une fois installée dans un couffin pour bébé, une autre simplement enveloppée dans une couverture. 2 fois en une semaine, murmura Joe. Où sont les parents ? Bon sang, Marian avait déjà commencé à enquêter. Dina Carter, la mère, avait été libérée de la maison de repos de Silverburg 3 mois plus tôt. Le père, DCK, avait perdu son emploi chez Aroline Textile et passait désormais ses journées et son dernier argent dans des bars miteux. Ce matin-là, Dina retourna à l'immeuble Louis. Une voisine âgée lui ouvrit la porte et, d'un ton préoccupé, demanda « Vous venez pour les enfants ?» Il était temps. Finalement, Dina franchit le seuil, le cœur serré. Elle paraissait vidée, un peignoir défraîchi jeté sur ses épaules, les cheveux emmêlés et ternes. L'appartement n'avait jamais paru aussi délabré, des couches usagées jonchaient le sol, la moisissure collée aux assiettes sur l'évier. « Ils dorment » souffla Dina d'une voix éteinte. « Non » répondit calmement Marian, « ils sont à l'hôpital, votre fils y a marché seul sous la tempête pour les y conduire. » Dina s'effondra sur le canapé, comme écrasée par le poids de ses propres silences. « Tout est devenu noir après l'accouchement » murmura-t-elle, la voix brisée. « Au début, je croyais que j'étais simplement épuisée, après tout, toutes les mamans sont fatiguées, non ? Mais chaque jour était plus lourd que le précédent, je ne pouvais plus bouger, ni penser, Léa pleurait dans son berceau et moi, je restais là, à fixer le plafond, en espérant que quelqu'un d'autre la prendrait. » Marian observa ses mains tremblantes, ses lèvres asséchées et les cernes profonds qui creusaient son regard. Aucun médecin ne l'avait reçu, aucun suivi ne lui avait été proposé, aucune main ne l'avait relevé, elle n'avait même pas réalisé que ses enfants avaient disparu de chez elle. Son esprit semblait enfermé dans un brouillard si épais qu'il effaçait la réalité. Dina plissa les yeux, tentant de coller les mots de Marian à ce qu'il restait de son souvenir. « Ils ne sont pas ici » parvint-elle à articuler. « Non » répéta Marian doucement. « Ellie et Léa sont toutes deux hospitalisées. Ton fils a porté ta fille dans ses bras, à travers la tempête. » Seule, Marian appela une ambulance pour Dina. Pendant qu'elle attendait, elle inspecta l'appartement, partout, les traces d'une tentative d'organisation, biberons étiquetés selon un horaire, bouteilles soigneusement rincées, couches empilées par taille, jouets désinfectés alignés dans un coin, matériel d'alimentation posé sur une boîte en plat. Tic servant aussi de table à langer. Chaque surface semblait porter l'empreinte de petites mains attentionnées. Dans la chambre, au sommet d'une pile de cahiers d'école, Marian découvrit un carnet à spirale. À l'intérieur, des dessins de super-héros, des devoirs rangés dans des chemises colorées, un certificat de présence parfaite à l'école, et surtout, des notes sur l'état de Léa, presque comme un journal médical. 5 décembre, Léa a bu tous ses biberons, pas de fièvre, elle a beaucoup souri. Maman est restée au lit toute la journée, papa est rentré puis reparti après s'être disputé avec elle. J'ai donné du gel pour les dents à Léa, elle a aimé la musique du mobile. 12 décembre, Léa a beaucoup pleuré aujourd'hui, elle n'a bu que la moitié de ses biberons. J'ai pris sa température, elle est chaude mais sans fièvre. Je crois qu'elle retombe malade. Maman est sortie brièvement dans la cuisine, mais après une quinte de tout, elle est retournée se coucher. Il n'y a plus rien à manger dans le frigo, j'ai donné à Léa la dernière banane. Chaque ligne témoignait d'un effort désespéré pour préserver une illusion de normalité. Les mots d'un garçon déterminé à protéger sa petite sœur dans un univers qui les avait abandonnés. Les services sociaux réagirent sans délai, l'urgence était évidente. La docteure Harris fit admettre les enfants pour des soins pédiatriques prolongés, une alimentation régulière,
une hydratation constante et une surveillance médicale 24 heures sur 24. Ellie fut conduite dans une petite pièce où l'attendait enfin un repas chaud, son premier depuis des jours, et des vêtements propres tirés du stock d'urgence de l'hôpital. D'abord méfiant, l'adolescent s'ouvrit peu à peu. Marian resta à ses côtés, présente et silencieuse, patiente et rassurante. Elle lui lut un livre pour enfants trouvé dans la salle d'attente, sa voix douce formant une barrière invisible contre la froideur des couloirs blancs. Il l'écoutait en silence, jetant sans cesse des regards inquiets vers la porte menant à la chambre de Leia, ses yeux oscillant entre l'inquiétude et l'espoir. Marian ne lui parla pas de demain ni des décisions à venir des travailleurs sociaux. Pour l'instant, elle demeurait là, simplement là, comme un ange gardien dans le chaos. Et peut-être était-ce cela, le plus essentiel, quelqu'un l'avait enfin réellement vu. Quelqu'un ne détournait pas le regard, quelqu'un restait. Tandis que la neige recouvrait les rues d'un calme trompeur, une évidence se dessinait. Ellie avait tenu debout un monde fragile avec des mains bien trop petites pour un fardeau aussi lourd et un cœur bien trop grand pour son jeune âge. À chaque biberon préparé, chaque fièvre apaisée, chaque couche délicatement changée, il avait tissé un patchwork de sécurité et d'amour dans une maison qui ne lui offrait ni l'une ni l'autre. Il avait été bien plus qu'un frère, infirmier, protecteur, tout son univers. Et cette fois, avant que l'obscurité ne l'engloutisse lui aussi, l'aide était arrivée, non sous la forme de formulaires à remplir ou de regards sévères, mais dans la chaleur d'une femme qui avait écouté, qui était restée et qui avait agi. Cette fois, la tempête n'a pas gagné.